Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens Pella Pelaka. Ici, nous prenons le temps de comprendre comment l'éducation aux médias et à l'information se construit à partir des parcours des femmes, des hommes, des journalistes, des chercheurs et des chercheuses, ainsi que de ceux qui font vivre la réalité sur le terrain. Mon invité aujourd'hui incarne un croisement entre recherche universitaire, pratique journalistique et engagement citoyen. Annie Indiana Ivonirina est docteur en sciences de l'éducation à l'université de Tananarive, avec une thèse consacrée à l'éducation citoyenne et au rôle des femmes journalistes à Madagascar. Elle est également doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lille. Présidente de l'Association des femmes journalistes de Madagascar, elle vient de publier un guide pédagogique émis à destination des femmes journalistes. Journaliste sportive elle-même, elle défend une conviction forte: le sport est une porte d'entrée privilégiée vers l'IMI pour le grand public. Annie Andriana Ivonirina, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Abby, c'est un honneur surtout d'être avec vous sur ce plateau et merci de l'invitation aussi. Alors, où êtes-vous actuellement et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Là, actuellement, je suis à Lille, je suis rentrée de Madagascar récemment il y a une semaine après avoir tenu une formation à Tamatave. Donc, je viens d'arriver à Lille pour poursuivre ma thèse et comme j'enseigne aussi, donc pour donner mes cours. Tamatave, on a une pensée bien évidemment toute particulière, à ceux qui sont actuellement à Madagascar, puisque le cyclone est passé et on a vu, les images sont assez dévastatrices. Avant d'aller plus loin, peut-être revenir sur cette thèse que vous avez menée à Madagascar, justement. Quel était le constat de départ et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de mener cette thèse qui était, on le rappelle, autour de l'éducation citoyenne et du rôle des femmes journalistes à Madagascar? Je suis journaliste sportive donc et j'ai fait un CAPEN, un certificat d'aptitude pédagogique de l'école normale en lettres françaises à Madagascar. Donc, je suis censée enseigner les lettres françaises, mais je ne j'avais pas enseigné au début. Je suis tout de suite allée vers le journalisme. Et petit à petit, lors du Covid, en tant que journaliste, donc, les femmes journalistes de Madagascar ont obtenu une aide du projet PAGOF pour aider les femmes journalistes à produire des articles vraiment scientifiques et d'investigation afin qu'on ait des bonnes nouvelles et des nouvelles avérées pour qu'on ne fasse pas dans les rumeurs. Et cela a eu des résultats vraiment probants avec cet après-Covid donc, et le PAGOF des effets lors des périodes Covid, d'où mes recherches qui se sont basées sur des articles des femmes journalistes suite au Covid et des études de leurs articles aussi. Justement, chez vous, est-ce que c'est la journaliste ou la chercheuse qui prend le pas? Ce qui est difficile au début, actuellement, c'est la chercheuse. Je suis vraiment une enseignante-chercheuse maintenant. Au début, c'était la journaliste qui prenait vraiment beaucoup de place après 25 ans de pratique. C'était difficile et on m'a donné un an pour avoir un recul objectif par rapport à mes recherches, par rapport à ce que j'étudiais, ce que j'enseignais. Donc, après un an, c'était plus facile d'avoir le recul, de ne plus être journaliste et d'être chercheur. Et maintenant, donc, je suis vraiment chercheuse. Et c'est juste de temps en temps que je fais des articles et surtout des éditoriaux, mais pas d'articles journalistiques. Donc actuellement, je suis chercheuse. Revenons sur ce guide pédagogique, donc émis à destination des femmes journalistes. Pourquoi spécifiquement à destination des femmes journalistes et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide? On a fait des formations, nous les femmes journalistes de Madagascar, on est à peu près 833, je crois, dans notre groupe en ligne. Et dans ce groupe en ligne, il y a une centaine qui ont accepté de suivre des formations en ligne pour l'éducation média à l'information. En fait, ce ne sont pas des formations, c'est pour ressortir les mythes que les femmes journalistes ont déjà acquises en elles. Et c'est une stature officielle. Donc, nous, on peut le faire. On l'a fait pendant le Covid, on a été vraiment là. Et on peut le faire aussi. Donc, le guide pédagogique, c'est juste un appui, un guide vraiment dans ce sens. Et en quoi cela nous aide pour nous mettre sur la même longueur d'onde quand on fait les MI dans tout Madagascar. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide? Dans ce guide, il y a 10 thèmes répartis sur les réseaux sociaux, sur comment se créer une information, comment concevoir un journal, le fact-checking. Il y a 10 thèmes dans ce guide en général. Et à partir des 10 thèmes, donc, il y a trois instructions
Au début, c'est que doit faire la journaliste avant d'aller vers les étudiants ou les écoliers ou les élèves. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle doit préparer? Et enfin, quelles sont les compétences à attendre et les objectifs à atteindre? Donc, c'est déjà initié là. Et on a aussi le timing de chaque séance qui est environ de 45 minutes à 90 minutes selon le public en face. Mais en général, c'est de 45 minutes. Donc, tout est vraiment là. Comment attirer l'attention des élèves, comment animer un groupe. On sait déjà le faire, mais c'est vraiment le guide pour qu'on y arrive vraiment. Alors, on a un peu évoqué, votre passé de journaliste. On parle aussi de ce nouvel aspect de votre vie en tant que chercheuse. Mais comment l'EMI est arrivé dans votre vie? Et qu'est-ce que ça veut dire faire de l'EMI à Madagascar? L'EMI à Madagascar, on en est, c'est 2 points différents en fait. Peut-être on en est vraiment au début, oui, pour le lancement, pour la sensibilisation, pour la communication et tout, mais quand même, on fait déjà de l'EMI sans le savoir. C'est ça en fait, on a toujours fait de l'EMI sans le savoir et actuellement, ce que nous faisons, nous les femmes journalistes, il nous faut vraiment, servir de guide aussi. Nous serons des guides, nous serons des sensibilisatrices à cet émis et on a un rôle pour les citoyens afin d'expliquer à ces citoyens donc le risque d'une communication mal maîtrisée, des réseaux sociaux mal maîtrisés et comment ça se fait qu'on a des dérives sur Facebook. Donc, on est là pour essayer aussi d'être des balises en général. Vous parlez aussi, du sport qui, pour vous est une porte d'entrée, pour, l'EMI. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous. En fait, je suis judokate, j'ai été dans l'équipe nationale de judo de Madagascar et après j'ai ripé, automatiquement donc vers le journalisme sportif, du sport vers le journalisme sportif avec l'éducation et l'enseignement. Je côtoyais plusieurs mondes qui peuvent être rassemblés ensemble avec l'EMI et j'ai trouvé que éduquer aux médias et à l'information par le biais du sport, par la passion du sport, c'est plus facile. Les gens acceptent, plus facilement qu'on parle d'EMI sans en parler, qu'on fasse de l'EMI sans en faire parce qu'avec le sport, il y a, comment on dit, qu'est-ce que je veux dire? Il y a l'émotion, il y a les images, il y a des lives, des interprétations et les jeunes adorent le sport. Donc, par le biais d'une porte qui est ouverte, on entre directement avec l'EMI. Ils ne savent même pas qu'on fait de l'EMI. Et nous aussi, moi, je sais que je fais de l'EMI, mais il y a des journalistes qui ne savent même pas, mais on entre directement dedans. C'est une porte d'entrée par laquelle on n'a même pas besoin de taper. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce monde de l'ENI à Madagascar? Et qu'est-ce que vous notez comme évolution? Est-ce qu'il y a un avant, un après pour les jeunes, par exemple, qui suivent vos enseignements? Je suis dedans, je dirais, depuis 7 ans. 7 ans, j'ai fait les études sur la citoyenneté, l'éducation citoyenne. Là, je suis encore sur un doctorat en sciences de la communication où je fais des études encore. Donc, je dirais que je suis dedans depuis 7 ans. J'enseigne dans les universités et j'ai mes positions intellectuelles pour partager avec les élèves, comme quoi il ne faut jamais dire des choses sans que ce soit vérifié. Donc, ils savent, mes étudiants, s'ils font un mémoire sur le sport, ils savent que je serai très stricte là-dessus. S'ils n'ont pas vérifié, ça ne va pas passer avec moi. J'ai encadré vraiment plusieurs étudiants pour leur licence ou pour leur master. Et là, ils savent qu'il faut vraiment être scientifique, être objectif, vraiment travailler, essayer d'être quelqu'un qui fait de la recherche. Voilà. Et dans ce sens-là, je les tire petit à petit vers les pour qu'ils savent accepter ça, pratiquer ça et intégrer cela dans tout ce qu'ils font en général. Sur cette question de l'EMI, on a l'impression qu'on est plus sur un volet, théorique quand on est dans l'Hexagone, notamment là où vous enseignez et un peu plus pratique quand vous êtes, à Madagascar. Est-ce que c'est vrai? Enfin, est-ce que c'est une description exacte de ce que vous faites? En France, ils ont plusieurs portes d'entrée vraiment. Ils sont dessus depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Le Clémy, bientôt au mois de mars, il y aura la presse à l'école. Donc, c'est vraiment une institution. Ils sont déjà dessus. Ils ont des manières de le faire, très théoriques des fois, très pratiques aussi des fois, mais ça diffère. Il y a des journalistes sportifs qui le font, il y a beaucoup de gens qui le font, des gens qui travaillent dans l'enseignement de l'éducation nationale, les CDI, par exemple, les documentalistes qui le font. Donc, plusieurs pratiquants qui partagent les MI, qui pratiquent les MI ici en France.
À Madagascar, quand on dit EMI, beaucoup ne comprennent pas encore c'est qu'est l'EMI, alors qu'ils le font. Donc, c'est ça, mobiliser, sensibiliser sur l'EMI, sur ce que peut être l'apport de l'EMI face aux dérives des réseaux sociaux, face aux dérives de l'éducation que pensent ce qui est actuellement, en fait, ce qui me fait mal particulièrement côté éducation, enseignement, beaucoup de jeunes croient que TikTok peuvent les éduquer pour la vie, les éduquer pour vraiment les diplômes, pour tout ce qui est dans la vie en général. Je ne dis pas non. TikTok ou Facebook peuvent donner des enseignements, de la culture, mais est-ce que les jeunes qui croient en cela, est-ce qu'ils savent quelles sont les sources de ces TikTok-là? Quelles sont les sources de ces réseaux sociaux-là? Donc, dans ce sens, il faut que je sache qui sont les sources de ces jeunes-là. C'est ça le souci, le problème en général. Donc, c'est ça qui craint et c'est pour ça qu'il faut faire de l'EMI. Quel est le rôle spécifique que les femmes journalistes, peuvent avoir dans cette transmission de l'EMI? On a déjà eu un rôle lors du Covid, comme quoi on a fait du journalisme scientifique, on a partagé des informations sûres et avérées et vraiment prouvées lors du Covid. Et ça a continué. On a eu une dizaine de personnes qui sont, comment dirais-je, une dizaine de personnes qui sont spécialistes en EMI. Mais actuellement, on forme tout le temps les femmes journalistes pour qu'elles agissent dans leurs émissions radio, émissions de télé dans ce sens. Quels sont les freins que vous rencontrez, sur le terrain par rapport à cette question? Il y a des journalistes qui pensent qu'on n'en a pas besoin d'émis, mais que quoi, ils doivent faire juste de l'information. Alors que le journalisme a évolué vers l'émis, vers l'éducation, vers le scientifique. Est-ce qu'on peut dire que l'EMI, c'est un levier d'autonomisation et même d'autonomisation professionnelle? Oui, oui, oui. Nous, on a un projet, par exemple, que si une femme journaliste pratique l'EMI, enseigne l'EMI dans une école, peut-être qu'elle peut se faire payer et cela peut faire vraiment un salaire en plus par le journalisme. Et donc, c'est un levier d'autonomisation financière et économique pour la femme journaliste en général. Et on est dessus aussi en recherche de financement, comme quoi nous faisons l'EMI gratuitement actuellement, mais on aimerait bien que ça soit payé pour qu'on puisse vraiment évoluer dans ce sens. Si, vous deviez concevoir un atelier EMI à partir d'un événement sportif, à quoi ça pourrait ressembler? Je créerai un débat, ça c'est le plus sûr, un atelier sportif, je créerai un débat, je dirigerai le débat, sortir des idées positives et peut-être conclure sur une note émise. Quelles sont les urgences dans les prochaines années justement à Madagascar? La maîtrise des réseaux sociaux, c'est pas une maîtrise en fait, on ne pourra jamais maîtriser à 100%, mais la sensibilisation des gens face à l'infox, face aux manipulations et rumeurs, face aux discours de haine, ça c'est le rôle de l'EMI pour que les gens puissent vraiment avoir accès à cet outil. Comme quoi ils savent ce qu'est une infox, ce qu'est la manipulation, c'est quoi une rumeur et c'est quoi un discours de haine. Selon vous, est-ce qu'il y a des pratiques, qui devraient inspirer davantage les politiques EMI internationales, dans d'autres territoires qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui devraient être remontées? Ne pas parler d'émis, ça en fait, je pense qu'il ne faut pas parler d'émis parce que quand on parle d'émis, ça c'est un petit frein. Il faut juste partager des choses et la pratique aussi, c'est vraiment avec notre culture du Muramura doucement à Madagascar, prendre le recul pour faire les choses, prendre du temps pour étudier sur quelque chose et quand on y prend vraiment ce temps pour être objectif, ça passe. Ça passe déjà avec l'émis. Stop, je partage pas, je cherche la source, je commente pas et je vois d'abord qu'est-ce que c'est, en général. Est-ce que vous avez, des chiffres par rapport au nombre de personnes, qui, partagent vos ateliers, qui y ont participé, qui sont formées? Les jeunes aussi peut-être? Non, pour les jeunes, j'ai pas encore de chiffres parce que là, on commence vraiment, on vise 3 500 à 5 000 jeunes à partir de fin mars pour la presse à l'école. Parce que là, maintenant, c'est maintenant qu'on va aller dans les écoles. On a fait des séances pilotes dans plusieurs régions et on n'a pas encore compté ce qu'on a touché. Mais à partir de fin mars, on aura les chiffres exacts sur les jeunes qu'on aura touchés. Mais sur les journalistes, il y a des formatrices ou formatrices, elles sont une vingtaine et il y a des formatrices simplement dans les centaines. C'était important de travailler spécifiquement avec des femmes? En fait, on est là
On est déjà là, on fait le métier. Pourquoi chercher ailleurs alors qu'on est déjà unis et solidaires dans notre association? C'est dit ça. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune journaliste qui hésite à s'engager dans l'EMI? Je dirais que s'engager dans l'EMI, c'est juste un prolongement du métier de journalisme, un prolongement dans la vie de tous les jours. Informer, ce n'est pas seulement raconter les faits, mais c'est aussi, aider le public à comprendre, à réfléchir et à devenir plus autonome face aux informations qu'il reçoit. Donc le rôle de la jeune ou du jeune journaliste peut changer la vie des gens actuellement et je lui dirais aussi que sa voix compte. La voix de la journaliste ou du journaliste, sa voix compte parce qu'en entrant dans l'EMI, elle devient un modèle et pour les jeunes et pour la société et surtout pour les femmes et les filles qui cherchent leur place dans la société. Donc, elle ne fait pas qu'expliquer les médias. Non, elle n'explique pas les médias, pas du tout, mais elle ouvre des chemins. De quoi, sera fait les prochaines semaines pour vous? Quel est votre, agenda, votre, planning? Quels sont les événements importants qu'il faudra suivre avec vous? Je suis avec l'association en pleine préparation de la semaine de la presse à l'école à Madagascar. On pense le faire avec le ministère de la Communication et le ministère de l'Éducation nationale, avec ou sans. On va toujours avancer pour le faire. Avancer dans ma thèse aussi, en fait, et concevoir un second guide, ce grand public, un second guide émis radio destiné au grand public. Ça aussi, c'est dans les 6 prochains mois. En fait, mon rêve est d'être écrivain. J'ai toujours rêvé de ça, de devenir écrivain, d'écrire, de lancer une maison d'édition. Et quand j'ai vu que j'ai pu concevoir le guide pédagogique EMI, je me suis dit: «Ah, il faut que je fasse ça» et puis quelque part aussi, des amis me demandent d'écrire leur, biographie. Pourquoi pas? C'est pour un bon début pour la maison d'édition. Donc ce sera dans les 6 prochains mois, je pense. Je souhaite me lancer vraiment et dans la semaine de la prépa presse à l'école et dans l'EMI à l'école et dans la maison d'édition. Ce guide, où est-ce qu'on peut le trouver? Sur demande, en fait, on évalue les demandes, on peut l'envoyer en version PDF pour les formateurs en EMI. On le donne seulement aux femmes journalistes qui ont la compétence pour former et on ne le brade pas pour tout le monde, mais on sélectionne des gens à qui on le donne. C'est avec moi, c'est avec nous, c'est en ligne et c'est sur la page, avec la page de l'Association des femmes journalistes de Madagascar. Alors justement, si on a envie de vous suivre, si on a envie de vous soutenir, où est-ce qu'il faut se diriger? Où est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à votre association? Déjà sur mon LinkedIn Annie Geneviève Nirine et on va créer prochainement, très prochainement, le LinkedIn de l'Association des femmes journalistes de Madagascar aussi. Donc, vous aurez des contacts là-dessus, comme vous avez déjà des contacts sur nos pages Facebook. Mais on va vraiment sensibiliser et communiquer, comme quoi tout le monde aura nos contacts. Et si vous voulez nous financer, on est là, hein. On a besoin de financement parce qu'il s'agit d'une tâche énorme et d'une tâche humaine énorme. Le message est, passé. Merci beaucoup Annie Anjanayvounirina pour cet échange riche, engagé et profondément inspirant. Je vous remercie, Abi et Dinani. À bientôt pour un nouveau numéro, des entretiens Pella Pelaka avec un nouvel acteur ou une nouvelle actrice. D'ici là, que la force critique soit avec vous.